Floride, matinée ensoleillée. On frappe avec insistance à la porte d'une confortable maison de banlieue. Un clown tireur portant des fleurs et des ballons s'est présenté au domicile de Marlène Warren dans le complexe d'appartements ACL et lui a tiré une balle dans le visage. Bien avant la sortie du roman It de Stephen King ou du film Horrifying, cette image de vacances colorées inspirait déjà la peur. Des criminels sanguinaires se sont cachés plus d'une fois derrière le masque du clown, transformant son sourire en symbole de terreur. Leurs crimes ont laissé une trace si sombre que les forces de l'ordre ont même créé un fichier de surveillance des clowns spécial, enregistrant toute apparition du clown. Ce clown a été filmé le long d'un chemin de terre, ce qui a constitué une piste importante. L'enquête a conduit les détectives à la découverte choquante des nombreux secrets de la famille Warren. Mais ce n'est que 27 ans plus tard, en 2023, que la vérité a finalement été révélée, exposant une histoire encore plus sombre que ce que l'on pensait au départ. Qui se trouvait sur le chemin de Marlène Warren? Le clown a sorti une arme et a tiré une balle dans le visage de la femme. Les voisins ont entendu ce qui ressemblait à un coup de feu et se sont précipités dehors, mais tout ce qu'ils ont vu, c'est une voiture qui s'éloignait. Joe Renz, le fils de Marlène, confie sa mère à des amis et après avoir appelé une ambulance et la police, se précipite pour rattraper le clown. À un moment donné, il aperçoit une Chrysler blanche. Une ambulance arrive et il accompagne sa mère à l'hôpital. Pendant ce temps, la police et l'équipe médico-légale parcourent les lieux du crime pour recueillir des preuves. Ils ne trouvent que des fleurs dans un panier de paille et 2 ballons. Les amis de Joe qui sont restés dans la maison racontent aux inspecteurs ce qu'ils ont vu. Tout s'est passé très vite. Quelqu'un a frappé à la porte, Marlène a ouvert, accepté le cadeau et un coup de feu a immédiatement suivi. Le clown s'est retourné calmement et s'est éloigné vers une Chrysler blanche. La famille Warren. Qui sont-ils? La première chose que font les inspecteurs est de lancer un avis de recherche pour la Chrysler blanche, en supposant que l'auteur a acheté des fleurs et des ballons à proximité. En interrogeant les voisins et les connaissances de Marlène, les enquêteurs tentent de trouver un mobile. Marlène Warren a grandi dans le Michigan, dans la ferme de son grand-père, près de Détroit. Elle aimait faire de la pâtisserie, s'intéressait à l'art et était douée pour le dessin, en particulier celui des clowns. Sa mère possède encore ses peintures de comédiens tristes et drôles maquillés. À l'âge de 15 ans, Marlène est devenue mère. La famille n'est pas enchantée, mais accepte sa décision. 2 ans plus tard, elle donne naissance à son 2e fils. Mais son mari change après avoir servi au Vietnam. Il s'est mis à boire et à mener une vie dissolue. Finalement, Marlène a décidé de partir, sauvant ainsi sa vie et celle de ses enfants. Il a ensuite été tué dans un accident de voiture. Peu avant cette tragédie, elle a rencontré Michael Warren. Ambitieux et déterminé, il s'est occupé de ses enfants et ils se sont bientôt mariés. Le couple s'installe dans le sud de la Floride où il commence à investir dans l'immobilier. Marlène gère toutes les affaires et Michael lance une société de location de voitures pour les clients ayant de mauvais antécédents en matière de crédit. L'entreprise est florissante, mais la relation du couple commence à s'effriter. Marlène gère l'immobilier et Michael s'intéresse aux voitures, aux courses de chevaux et achète même un avion. Les voisins commencent à douter de l'honnêteté de Michael. Il vole un avion, son cheval meurt dans des circonstances étranges. En 1983, il est arrêté pour fraude au kilométrage. Il plaide coupable et est condamné à 18 mois de prison avec sursis. La confiance de Marlène s'en trouve sérieusement entamée. En 1988, une tragédie frappe la famille. Le fils aîné de Marlène meurt dans un accident de voiture, tout comme son père. Elle a le cœur brisé, mais Michael ne lui témoigne aucune sympathie. Bientôt, Sheila Keane entre dans sa vie. Elle s'efforçait toujours de trouver une solution de compromis, satisfaisant les 2 parties dans toute situation difficile.
Plusieurs officiers qui ont rendu visite à ses clients pour leur poser des questions sur le propriétaire n'ont eu aucun mal à confirmer les propos de Joe. Elle était respectée, appréciée et même aimée, car ils savaient que Marlène Warren ne les laisserait jamais sans toit en cas d'urgence financière. Sheila Keene accepte également de témoigner de son plein gré. « Je veux juste que vous compreniez que vous êtes ici de votre plein gré et que vous pouvez partir à tout moment », lui rappellent les inspecteurs. De plus en plus de personnes affirment qu'elle avait une relation sérieuse avec un certain homme. Nous essayons simplement de connaître les détails. « Pourquoi le croit-on » demandent les enquêteurs. « Qu'est-ce que je peux dire ?» Pour autant que je sache, beaucoup de femmes voulaient être avec lui. Elles pensaient que j'étais avec lui, mais ce n'était pas le cas. Nous n'avions pas de relation intime, répond-elle. Joe Renz, fils de feu Marlène Warren, et ses amis sont convaincus que le tueur est un homme. Cependant, en regardant Sheila Keene, les détectives ne peuvent s'empêcher de remarquer qu'elle aurait pu avoir l'air plus masculine dans son costume de clown. Sheila est une jeune femme séduisante, mais son style est loin d'être sophistiqué. Vêtements amples, jeans, t-shirts, chaussures grossières, pas de bijoux ni de maquillage. Avez-vous un costume de clown? Non. En avez-vous déjà acheté un? Non, jamais. De plus, Sheila n'a pratiquement aucun alibi. Elle affirme qu'elle était en train de rendre des voitures de location lorsque le clown a attaqué Marlène, mais elle ne peut citer aucune adresse où sa présence pourrait être confirmée. Les soupçons ne suffisent pas pour procéder à une arrestation. Êtes-vous en train de dire que je suis un suspect? Nous disons qu'il y a un certain nombre de circonstances qui font penser que vous avez pu être impliqué dans ce délit. Je pense que j'ai besoin d'un avocat. À ce stade, Sheila Keene cesse de coopérer à l'enquête, mais, contre toute attente, donne volontairement ses cheveux aux inspecteurs pour qu'ils les analysent, alors que personne ne lui a demandé de le faire. Cet acte renforce encore les soupçons. Michael Warren attire également l'attention des enquêteurs, mais il dispose d'un alibi en béton, confirmé par des compagnons de route. Mais qui est Sheila Keene? Sheila a grandi dans le centre rural de la Floride, pas dans les zones de plage habituelles, mais dans des zones occupées par des ranchs de bétail. Elle était forte et séduisante, mais dès son plus jeune âge, elle n'a pas respecté la loi, avec plusieurs condamnations pour vol à son actif. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle commence à fréquenter un homme qui a 2 décennies de plus qu'elle et l'épouse bientôt, devenant ainsi Sheila Keene. Son mari est un ancien membre du Ku Klux Klan, mais il n'est pas le premier homme adulte de sa vie. Dès son plus jeune âge, elle recherche ceux qui peuvent lui assurer une existence confortable. Son mari a repris des voitures, a des locataires peu scrupuleux, a fait des travaux dangereux et s'est retrouvé en prison pour avoir vendu de la marijuana. Pour se rapprocher de lui, Sheila déménage en Géorgie. Après sa libération, ils retournent en Floride, où elle rencontre Michael Warren et commence à travailler pour son entreprise aux côtés de son mari. Parfois, la force brute ne suffit pas à récupérer les voitures, et Sheila fait preuve de ruse. Des rumeurs circulent parmi les employés de Barnes Motors sur ses méthodes. Elle s'habille de manière provocante, séduit un client, l'amène au motel, puis, alors qu'il est sans défense, sort un pistolet. À ce moment-là, son mari et Michael Warren faisaient irruption dans la chambre, et le client, terrifié, lui remettait consciencieusement les clés de la voiture. Les employés de l'entreprise ont discuté de cette histoire encore et encore, ne comprenant pas pourquoi elle prenait un tel risque avec des hommes armés autour d'elle. Sheila voulait peut-être impressionner Michael. 2 ans après ces événements, elle divorce, loue un appartement près de son lieu de travail et se rapproche de son patron. Les habitants parlent d'elle en bien, mais notent qu'elle a un mari très amical et sociable. Il s'avère que Michael Warren passe tellement de temps avec Sheila que son entourage le prend pour son époux. Les détectives examinent les affaires financières du couple et découvrent que toute l'activité de location de biens immobiliers est enregistrée au nom de Marlène.
Les avocats confirment qu'en cas de divorce, Michael ne peut compter que sur sa société et rien d'autre. En revanche, en cas de décès de sa femme, il devenait son héritier. Le principal suspect est donc Michael Warren. Mais il a un alibi. Sheila Keene, elle, n'en a pas. 2 jours après l'agression de Marlene Warren, la police découvre la même Chrysler blanche. La voiture avait été laissée avec les clés sur le contact au portail de la famille, à la grande surprise des propriétaires. Ceux-ci se sont contentés de suivre les instructions qui leur avaient été données. Quelques jours plus tard, ils ont reçu un appel leur demandant où se trouvait la voiture. Ce à quoi le directeur de l'entreprise a répondu qu'ils n'avaient rien à voir avec cela, car leur procédure habituelle de restitution des véhicules est complètement différente. Les inspecteurs vérifient les informations et constatent que le numéro de téléphone contacté par les propriétaires provient d'un annuaire actualisé. Après enquête, ils découvrent la source de la confusion, l'annonce de Michael Warren. Ce dernier a utilisé le mot « rent » en gros caractères gras dans l'annonce de son concessionnaire automobile, Bargain Motors, afin que les clients potentiels confondent sa société avec Palace Rent et l'appellent. Une vérification plus poussée révèle que l'appel a été pris par un employé de Bargain Motors qui a trompé les locataires et récupéré la voiture. Cependant, son sort reste inconnu. Soupçonnant Michael Warren d'avoir utilisé la voiture à des fins criminelles ou de l'avoir transmise à un complice, les enquêteurs s'intéressent à son entourage. L'un des employés de la concession était au travail ce jour-là et ne pouvait pas faire le clown. À l'intérieur de la Chrysler, les enquêteurs trouvent de longs cheveux noirs et des fibres artificielles de couleur orange et jaune qui rappellent celles utilisées pour la fabrication de perruques bouclées. Parallèlement, les enquêteurs cherchent à savoir où ont été achetés le costume de clown, les fleurs et les ballons. Les employés du magasin Spotlight se souviennent que le soir du 24 mai, une femme est entrée juste avant la fermeture. Elle a insisté pour acheter d'urgence un costume alors que le magasin fermait déjà. Selon la description du personnel, la cliente mesurait environ 175 cm, avait des yeux bruns et de longs cheveux bruns. Elle portait un jean et une chemise d'homme, et son apparence était plutôt androgyne. Si elle avait porté un chapeau et caché ses cheveux, il aurait été difficile de déterminer son sexe. Les inspecteurs se rendent à nouveau à Spotlight avec des photos des suspects. Les employés du magasin n'hésitent pas à montrer une photo de Sheila Keene. Un autre indice important est constitué par les ballons que le clown tireur a remis à Marlene. Une vérification dans de nombreux magasins révèle que de tels ballons n'étaient vendus que dans un seul supermarché, Publix, situé à seulement 1 kilomètre de la maison de Sheila. Il n'y avait pas de caméra vidéo dans le magasin, mais l'un des employés reconnaît Keene sur une photo. La police scientifique réexamine les preuves trouvées dans la voiture du clown. Les cheveux trouvés dans la voiture appartiennent à Sheila. Les fibres trouvées dans la voiture et dans sa maison sont identiques en termes de composition, de texture et de couleur. Ils testent également un cheveu pris dans un ruban de ballon. Il a été négligé lors du premier examen, mais il a été découvert et confirmé comme étant également celui de Sheila. À ce moment-là, les époux Warren vivent dans un autre État où ils ont ouvert un restaurant rapide appelé Vache Pourpre. Leurs voisins affirment que le couple avait l'air heureux et amoureux. Cependant, le 26 septembre 2017, alors qu'ils rentrent chez eux, ils tombent dans une embuscade tendue par la police. Sheila est arrêtée car elle est soupçonnée d'un meurtre commis il y a 27 ans. La femme ne pose pas de questions, une seule chose l'intéresse. Vont-ils aussi arrêter Michael? Le procès Sheila Keene Warren est accusé de meurtre au premier degré avec une arme à feu. Le procureur Aaron Berg demande qu'aucune caution ne soit fixée et déclare son intention de requérir la peine de mort. Preuve principale, comparaison des fibres d'une perruque trouvée sur les lieux du crime avec une perruque achetée par Sheila. Les fibres de la moquette de la voiture du clown correspondent aux moquettes du domicile du suspect.
Les cheveux trouvés dans le ballon appartiennent à Sheila. Néanmoins, la procédure traîne en longueur. La pandémie de Covid, les lenteurs bureaucratiques et l'apparition de nouveaux matériaux retardent les réunions. En 2022, il s'avère que la police a accidentellement rangé le dossier « Observation de clown » dans une boîte contenant les dossiers de Michael Warren. Les avocats bénéficient d'un délai supplémentaire pour étudier les nouvelles données. Le dernier mot, la mère de Marlene Warren, est décédée en mars 2023 sans que justice ait été rendue. Michael Warren n'a jamais été accusé d'avoir organisé le meurtre. Il continue d'affirmer qu'il n'a rien à voir avec la mort de son ex-femme. C'est la loi. Cependant, l'inspecteur Paige McCain, le procureur Aaron Berg et la famille de Marlene se consolent en se disant que l'affaire a enfin trouvé sa conclusion logique. Le 15 février 2010, à 9h39, la police du comté de San Diego a reçu un appel inquiétant de Michael McStay, résidant à Huntington Beach. Il a indiqué qu'il n'avait pas pu contacter son frère Joseph McStay, sa femme Summer et ses enfants Gianni, 4 ans, et Joseph Jr., 3 ans, pendant 11 jours depuis le 4 février. Ils n'ont pas répondu aux appels pendant toute cette période, ce qui est tout à fait atypique pour une famille qui a toujours été en contact. La police s'est rendue à l'adresse indiquée par Michael, 3473 Avocado Vista, Fallbrook, Californie, pour vérifier ce qui se passait. Cependant, en arrivant sur place, les policiers n'ont rien trouvé d'anormal. La maison était vide et bien que le garage n'ait pas été inspecté, personne n'y a prêté attention. Qu'il s'agisse d'une erreur ou de la méfiance habituelle à l'égard des mauvaises nouvelles, la police a conclu que la famille était peut-être simplement partie. Signe suspect, mais la situation a commencé à évoluer différemment. Le shérif du comté de San Diego arrive sur les lieux dès le 10 février, mais ne voyant rien d'anormal, n'entre pas non plus dans la maison. Le 13 février, Michael McStay lui-même revient sur les lieux de la disparition. 2 chiens appartenant à la famille McStay, Bear et Little Bear, attirent son attention. Ces animaux avaient l'air sales et affamés, ce qui semblait tout à fait étrange pour des personnes qui partiraient sans s'occuper de leurs animaux de compagnie. Michael, inquiet que quelque chose soit arrivé à la famille, décide de se faufiler dans la maison par une fenêtre. À l'intérieur, il trouve des signes indiquant que la famille a quitté la maison précipitamment. Mais il n'y a aucune trace d'effraction ou de vol, et il semble que les propriétaires soient simplement partis en laissant tout en l'état. À l'intérieur, malgré l'absence de signes inquiétants, Michael sent que quelque chose ne va pas. Enfin, un appel à la police. Quelques jours plus tard, Michael décide de signaler la disparition de sa famille à la police. Ce n'est qu'à ce moment-là que commence l'enquête, qui conduira à la découverte de détails macabres. Le 10 février, des policiers se rendent au domicile des Douglas, mais ne trouvent aucune trace de lutte ou d'effraction. La décision est prise, il faut attendre quelques jours, en espérant que la famille prenne contact d'elle-même. Premier indice, le temps passe et les Douglas ne se manifestent pas. L'inspecteur Thomas Rivers, qui s'est vu confier l'affaire, a commencé par demander les données relatives aux appels de Michael et de Lily. La réponse de l'opérateur révèle que le téléphone de Michael est éteint depuis le 3 février au soir. Dans le même temps, le téléphone de Lily est resté actif pendant encore 2 jours. Il recevait des appels et des messages, mais ne répondait pas. L'opérateur a également signalé que le 3 février, les téléphones du couple ont été enregistrés près de l'autoroute I-15 à environ 15 km de leur domicile. À 21h17, un appel sortant a été passé depuis le téléphone de Michael vers son collègue, mais l'appelant n'a pas répondu. Le téléphone a ensuite été définitivement éteint.
Le dernier appel sortant de Lily a été enregistré à 16h55 le même jour. Des messages ont été reçus sur son téléphone jusqu'au 7 février, date à laquelle le téléphone a probablement été déchargé. Pendant tout ce temps, le signal du téléphone de Lily a été observé près d'un pont, situé à proximité de la ville d'Escondido. L'enquête a commencé. Ces faits étranges ont amené l'inspecteur Rivers à se pencher sérieusement sur l'affaire. L'enquête a commencé. Ces faits étranges ont amené l'inspecteur Rivers à se pencher sérieusement sur l'affaire. Il se renseigne auprès de tous les aéroports, gares routières et ferroviaires, hôtels et hôpitaux des environs. Le 12 février, des informations sur la famille disparue sont communiquées aux médias. Des parents et des amis des Douglas ont créé un site web offrant une récompense de 2000 $ pour toute information utile. Des drones ont même commencé à être utilisés pour retrouver la famille. Données financières et perquisitions. Un détective a obtenu un mandat de perquisition au domicile de la famille et a également demandé un examen de leurs transactions financières. Il a été découvert que Michael avait plus de 150 000 $ sur son compte et qu'aucune transaction n'avait été enregistrée depuis sa disparition. La famille avait récemment acheté une maison spacieuse de 2 étages pour 400 000 $. Les entretiens avec les voisins ont révélé que personne n'avait vu quoi que ce soit de suspect le jour de la disparition. Le 19 février, Rivers et une équipe d'experts sont allés fouiller la maison et ses environs. Trouvailles étranges. La première chose qui a attiré l'attention est l'absence d'un des véhicules. Le SUV Toyota 4 Runner noir appartenant à Michael a disparu tandis que le second véhicule, le Ford Escape de Lily, est resté garé à l'extérieur de la maison. Il semble que ce soit le 4 Runner avec lequel la famille a quitté la maison. Lorsque la police a examiné la maison, elle n'a trouvé aucun signe de lutte, mais elle a remarqué des détails étranges. Sur le canapé du salon se trouvaient les lunettes de Lily, qui sortaient rarement sans elle. À proximité se trouvaient 2 grandes boîtes de pop-corn, dont une partie était éparpillée sur le sol, comme si les enfants l'avaient mangée devant la télévision. Dans la cuisine, il y avait une barquette d'œufs abîmés, une banane noircie posée sur la table et un paquet de pop-corn à moitié cuit dans le micro-ondes. La salle de bain soulevait encore plus de questions. Une lampe de table était posée sur le sol comme si quelqu'un l'avait accidentellement fait tomber. Dans le dressing, il y avait des objets éparpillés et des valises ouvertes dans lesquelles on avait mis quelque chose à la hâte. Cependant, le processus d'emballage avait été brusquement interrompu. Les sacs n'étaient pas fermés et les affaires n'étaient pas complètement emballées. L'absence de sac à main féminin est encore plus étrange. Bien que Lily ait beaucoup de vêtements, aucun de ces sacs à main n'a été retrouvé dans la maison. Les enquêteurs ont interrogé les employés de Joseph, les associés Chase Merritt et Dan Cavano, qui étaient chargés de la partie technique du travail. Il s'est avéré que l'entreprise générait des revenus réguliers et était évaluée à près d'1 million de $. Des échantillons d'ADN ont également été prélevés sur d'éventuels suspects. Le 23 février, soit 19 jours après la disparition, Interpol a été associé aux recherches. Le 5 mars, une nouvelle piste importante est apparue. Des images provenant de caméras de surveillance situées à la frontière avec le Mexique. L'image floue montre une famille de 4 personnes franchissant un poste de contrôle. Toutefois, la qualité des images ne permettait pas d'identifier précisément les personnes. La voiture a quitté la maison le 4 février, alors que les images de la frontière sont datées du 8 février. Malgré ces doutes, la police a mis fin à l'enquête, supposant que la famille était partie de son plein gré. La famille n'a pas cru à cette version. Le père de Joseph, Patrick, a essayé d'organiser ses propres recherches en demandant l'aide d'un ami texan, Tim Miller, qui a participé à des opérations de recherche et de sauvetage. Mais cela n'a donné aucun résultat. Les années ont passé, mais la famille n'a jamais été retrouvée, ni au Mexique ni ailleurs.
En 2013, l'affaire a été confiée au FBI. Les circonstances de la disparition sont restées mystérieuses, donnant lieu à de nombreuses rumeurs et théories. L'une d'entre elles est que Joseph aurait été impliqué dans un cartel, ce qui aurait entraîné ses conséquences. Cependant, aucune preuve n'a été apportée. Une autre théorie a été avancée par l'écrivain Rick Baker. Il pensait que Summer pouvait se débarrasser de son mari et s'enfuir avec les enfants, allant même jusqu'à simuler un enregistrement de la caméra à la frontière pour induire l'enquête en erreur. Des informations ont également fait surface sur les problèmes de santé de Joseph. Il avait souvent des vertiges, ce qui aurait pu influencer son comportement. La famille McStay a disparu en 2009. Et l'affaire est restée silencieuse pendant des années. Les gens ont oublié l'histoire, mais les proches espèrent toujours qu'ils sont en vie. Le 11 novembre 2013, un motard a découvert un crâne humain dans le désert de Mojave, et les enquêteurs arrivés sur place ont trouvé 2 tombes peu profondes, avec les restes de 2 adultes et de 2 enfants. Une masse d'1 kilogramme, qui pourrait être l'arme du crime, gisait également sur les lieux. Les restes étaient complètement décomposés et il a fallu 4 jours pour les identifier. Le 15 novembre, il a été confirmé qu'il s'agissait de Summer et de Joseph et que les petits squelettes étaient probablement ceux de leurs enfants. L'enquête a été confiée au bureau du shérif de San Bernardino. L'ADN de Chase Merritt, l'associé de Joseph, a été retrouvé dans le véhicule de la famille, mais les enquêteurs l'ont d'abord ignoré, parce qu'ils pensaient que la famille avait fui au Mexique. Cependant, le lieu de sépulture se trouvait dans une zone reculée, et il a été possible de conserver des preuves, notamment des traces de pneus qui correspondaient à ceux du camion de Chase. Il s'est avéré que ce dernier connaissait bien le désert, puisqu'il y avait passé du temps lorsqu'il était enfant et que sa sœur vivait à proximité. Les données du téléphone portable ont également confirmé qu'il se trouvait sur le lieu de l'enterrement. En outre, Chase était en proie à de graves difficultés financières. Alors que les affaires de Joseph étaient en plein essor, Chase empruntait constamment et sa dette totale s'élevait à environ $100 000. Il falsifiait également des chèques et même après la disparition de sa famille, il continuait à frauder. Il s'est avéré qu'il avait un grave conflit avec Joseph au sujet de l'argent. La dernière fois qu'ils se sont disputés, c'était au sujet d'un remboursement important pour une fontaine défectueuse. Toutes les preuves pointaient vers Chase. Le 5 novembre 2014, il a été arrêté. Le père de Joseph s'est souvenu que son fils n'était pas satisfait du travail de Chase et qu'il envisageait de le remplacer, ce qui aurait pu constituer un motif supplémentaire. Chase jouait et devait d'importantes sommes au casino. Le 4 février 2010, il aurait appris que Joseph allait le dénoncer à la police pour tricherie. La Californie applique la loi des 3 coups et Chase aurait pu être condamné à une peine de prison à perpétuité. Le soir du 4 février, il s'est rendu dans la maison de son partenaire et a tué toute la famille, puis a caché les corps pendant 2 jours avant de les conduire dans le désert. Auparavant, il a conduit le 4x4 de la famille jusqu'à la frontière pour laisser l'enquête déraper. Il s'est avéré que c'est Chase qui a cherché des informations sur le Mexique dans l'ordinateur de Joseph. Le procès s'est ouvert le 7 février 2019. Les preuves contre Chase étaient circonstancielles, mais l'accusation a prouvé avec assurance sa culpabilité. La défense a tenté de faire porter le chapeau à un autre partenaire commercial, Dan Cavanagh, mais l'enquête n'a pas permis de recueillir d'éléments à son encontre. Finalement, le jury a déclaré Chase coupable du meurtre de toute sa famille. Il a été condamné à la peine de mort et se trouve actuellement dans une cellule de détention en attendant son exécution. Après le verdict, Chase Merritt a continué à clamer son innocence. Sa défense a déposé de nombreux recours, invoquant l'absence de preuves directes et la partialité présumée de l'enquête. Cependant, la Cour est restée inflexible. Toutes les preuves le désignaient.
Pendant ce temps, les proches de la famille McStay tentent de surmonter cette perte. Le père de Joseph, Patrick McStay, s'est exprimé à plusieurs reprises dans la presse, exigeant que justice soit faite le plus rapidement possible. Il a souligné que Chase n'était pas seulement un partenaire commercial, mais un ami de confiance de la famille. La trahison de sa part semble particulièrement cruelle. Les médias continuent de couvrir l'affaire, et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'efficacité de l'enquête. Certains ont critiqué la police pour avoir orienté l'enquête dans la mauvaise direction au cours des premières années, tandis que d'autres ont fait remarquer que sans les corps retrouvés dans le désert, l'auteur du crime n'aurait peut-être jamais été découvert. En attendant, l'histoire de la famille McStay reste l'un des crimes les plus brutaux et les plus mystérieux de son époque. Leur destin, si tragiquement interrompu, nous rappelle à quel point la vie humaine peut être fragile et à quel point la confiance peut facilement conduire à la mort. Malgré la condamnation de Merritt, l'affaire de la famille McStay a laissé de nombreuses questions dans son sillage. Pourquoi la famille a-t-elle pris la route cette nuit-là, laissant derrière elle tous ses biens et ses animaux domestiques? Joseph avait-il un conflit avec quelqu'un d'autre? Et surtout, Merritt aurait-il pu agir seul ou aurait-il eu des complices? Cette histoire est devenue l'un des mystères les plus discutés de l'actualité criminelle aux États-Unis, nous rappelant à quel point il est facile de disparaître et de se révéler être la victime d'un crime soigneusement planifié. En juin 1986, un accident tragique s'est produit en Espagne. Un camion transportant une citerne d'acide sulfurique pour le compte d'une entreprise pétrochimique locale s'est soudain mis à descendre un col de montagne en accélérant. Suite à la collision, la cargaison d'acide s'est répandue sur la cabine du camion et dans les environs, créant un dangereux nuage toxique. Lorsque les sauveteurs sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé les corps d'un homme et d'une femme. Mais lorsqu'ils ont commencé à informer leurs proches de la mort du couple, la femme âgée s'est exclamée au téléphone « Et le bébé? Et le bébé? S'il vous plaît, dites-moi qu'il va bien. » Malgré les efforts de la police et des secouristes, le corps du petit garçon n'a pas été retrouvé sur le lieu de l'accident. Andrés Martínez Navarro était en déplacement professionnel et son fils Juan Pedro Martínez, 10 ans, l'accompagnait. Le but du voyage était de transporter 20 000 litres d'acide sulfurique de Murcie à la ville de Bilbao pour le compte d'une entreprise pétrochimique locale. Juan Pedro était le seul enfant de la famille, et bien qu'il ait parfois accompagné son père en voyage, un tel voyage était inhabituel, surtout avec un camion-citerne d'acide. À l'école, le garçon avait souvent entendu des histoires sur les verts pâturages du Pays basque et rêvait de les voir de ses propres yeux. Pour réaliser son rêve, Juan Pedro a demandé à son père de partir au Pays basque s'il réussissait bien à l'école. Son père tint sa promesse et décida d'emmener son fils en voyage dès que l'année scolaire serait terminée et que le garçon aurait réussi ses examens. Le 24 juin 1986, jour de la Saint-Jean, est un jour très spécial pour Juan Pedro. Le voyage est un cadeau d'anniversaire pour lui. Andrés et sa famille sont arrivés à Fuentes Alamo dans la voiture de sa sœur et, à 19 heures, ils se sont rendus à Carthagène, où le camion était prêt à partir. À 19 heures, Andrés Martínez Navarro, sa femme Carmen Gómez Legas et leur fils sont montés à bord du camion Volvo F12 et ont entamé le voyage vers Bilbao. En chemin, ils ont fait plusieurs arrêts pour se reposer et se ravitailler. La première a eu lieu au café Venta del Olivo, près de la ville de Chiesa. Ils s'y sont arrêtés pendant une demi-heure. Le deuxième arrêt a eu lieu à Las Pedroñeras, dans une station-service où les travailleurs ont vu toute la famille. Après une pause d'une demi-heure, le camion a repris la route nationale 301. À 3 heures du matin, la famille s'est arrêtée à une station-service de Los Angeles, située à l'entrée de la capitale. Après un arrêt qui a duré 1h13, ils ont poursuivi leur route à 4h13.
La famille a été vue pour la dernière fois le 25 juin à 6h30 au café Maison Aragon, où les parents ont commandé un café et le garçon a mangé des biscuits au lait. Le personnel de l'établissement n'a rien remarqué d'anormal dans leur comportement et le garçon, selon le barman Felipio Alhambra, portait un pantalon rouge, ce qui lui a semblé étrange, car il s'agissait d'une combinaison inhabituelle à cette époque de l'année. À 6h ce matin-là, le camion s'est approché de Somosierra, un col de montagne au nord de Madrid. À un moment donné, la vitesse de la route a brusquement augmenté pour atteindre 140 km à l'heure, malgré les limites imposées sur ce tronçon, 90 km à l'heure. Le temps était clair et sec et la route n'était pas mouillée, ce qui rendait inhabituel un comportement aussi étrange de la voiture. Selon la reconstitution des événements, le conducteur a commencé à dépasser un camion circulant sur la même voie, a fait une embardée en arrière, ce qui lui a fait heurter le rétroviseur latéral d'un autre camion, puis la Volvo a percuté un troisième camion à une vitesse phénoménale. À la suite de la collision, la Volvo s'est retournée et de l'acide sulfurique a commencé à s'écouler de la citerne, inondant la cabine et la zone environnante. Un dangereux nuage toxique s'est alors formé. Les sauveteurs sont arrivés et ont agi rapidement, car si l'acide s'était déversé dans la rivière Durton, située à proximité, cela aurait provoqué une catastrophe écologique. Les sauveteurs ont utilisé 15 000 kg de chaux pour neutraliser l'acide. 10 heures après l'accident, ils ont découvert les corps d'Andrés et de Carmen dans l'épave du camion. Les résultats de l'autopsie ont révélé que tous deux étaient morts dans la collision. Cependant, les sauveteurs ignoraient initialement qu'il devait y avoir un autre passager dans le véhicule, un garçon nommé Juan Pedro. Cette information a été révélée lorsque la police a contacté les parents des personnes décédées. Lorsque les parents ont appris la nouvelle, ils se sont exclamés avec amertume « S'il vous plaît, dites-moi que mon petit-fils va bien ». Plus tard, une fouille de la voiture a permis de retrouver une cassette contenant des chansons pour enfants et des affaires d'enfants, mais le corps du petit garçon n'a jamais été retrouvé. Des recherches intensives ont été lancées, impliquant plus de 10 000 personnes, policiers, militaires, étudiants et bénévoles. La région de Somosierra a été fouillée dans un rayon de 30 km par des hélicoptères et des chiens spécialement entraînés, mais sans aucune trace ni indice. C'est comme si le garçon avait disparu de la surface de la Terre. Les parents ont dépensé 2 millions de pesetas pour fouiller tout le pays et afficher 85 000 avis de recherche, notamment sur les façades des écoles, des services municipaux et des bureaux de poste. Bien qu'ils aient engagé un détective privé réputé, Jorge Colomar, spécialisé dans la recherche de personnes disparues, ils n'ont obtenu aucun résultat. Plus tard, les proches ont commencé à recevoir des appels téléphoniques de personnes inconnues exigeant l'arrêt des recherches. Il est toutefois possible qu'il ne s'agisse que de plaisanteries malveillantes. Le camion a été transporté à la municipalité de Colmenar Viejo, où un examen plus approfondi a été effectué. Lors de l'examen de la cabine, un morceau de la chaussure du garçon disparu a été trouvé. Bien qu'il n'ait pas été possible de déterminer exactement de quoi il s'agissait probablement d'un lacet ou d'une semelle. Dans le même temps, des éléments étranges ont été trouvés dans les données du tachygraphe. Au cours des 37 dernières minutes avant l'accident, le camion s'est arrêté 12 fois et les temps d'arrêt variaient de 1 à 22 secondes, ce qui, selon les experts, n'a pas de sens. Le camion aurait pu avoir une défaillance mécanique, ce qui est également l'une des théories avancées. Cependant, si le chauffeur du camion avait eu connaissance d'un problème, il aurait pris soin de freiner et de s'arrêter pour vérifier, plutôt que de continuer à dévaler la pente. D'autant plus qu'Andrés Navarro avait récemment fait l'objet d'un entretien complet, pour un montant de 700 000 pesetas, qui incluait une vérification du système de freinage. Les enquêteurs ont également confirmé que les freins du camion étaient en bon état de fonctionnement. Le dernier arrêt du camion a été le plus long, 22 secondes.
La logique de ces arrêts reste un mystère, ce qui donne l'impression que quelque chose d'anormal s'est produit une demi-heure avant l'accident mortel. Théoriquement, 20 secondes auraient pu suffire à Juan Pedro pour quitter le camion, volontairement ou de force. Quelques jours plus tard, alors que les enquêteurs continuaient à démêler les détails de la tragédie, 2 bergers locaux, qui ont souhaité garder l'anonymat, ont déclaré avoir vu une camionnette Nissan Vanette blanche qui s'est arrêtée à côté du camion juste après l'accident. Le conducteur du véhicule était un homme moustachu à l'accent étranger, à côté duquel se trouvait une grande femme blonde aux traits nordiques. Selon une version, la femme s'est présentée comme infirmière pour pouvoir monter dans le camion. Selon une autre version, les 2 hommes dans la camionnette blanche étaient habillés en ambulanciers. Selon les bergers, la femme s'est approchée de la cabine du camion, a pris une sorte de paquet et a quitté les lieux. Cependant, les témoins ne se souvenaient pas des plaques d'immatriculation de la camionnette, ce qui a rendu l'enquête beaucoup plus difficile. De plus, certains ont mis en doute la véracité de leurs témoignages, étant donné l'épaisse fumée qui enveloppait le site de l'accident, rendant difficile l'approche du camion. Néanmoins, il est possible que ces hommes aient eu un rôle à jouer dans l'accident. En fin de compte, il n'a jamais été déterminé si les témoins se trouvaient effectivement sur les lieux de l'accident et leur témoignage est resté contesté. Un an plus tard, en mai 1987, le propriétaire de l'auto-école a déclaré aux autorités qu'il avait rencontré une femme aveugle âgée et un guide qui semblait avoir 10 ou 11 ans et qui correspondait à la description de Juan Pedro. L'homme était certain qu'il s'agissait bien de Juan, mais lorsque l'information est parvenue à la police, la femme et le garçon avaient déjà disparu. La police s'est également intéressée au témoignage d'une villageoise qui vivait près d'Albuquerque. Elle affirmait avoir rencontré par hasard un garçon d'une dizaine d'années qui se cachait à la périphérie de la ville. Selon elle, elle avait été en contact avec lui pendant 3 jours et lui avait apporté de la nourriture. Le garçon avait l'air affamé et sale. Cependant, après enquête, il s'est avéré que son histoire était inventée de toutes pièces et n'avait rien à voir avec la réalité. 1 an après le début de l'enquête, l'affaire a été confiée à un nouveau juge. Maria Riera a été remplacée par Maria Dolores Ruiz Ramos, qui a ordonné une nouvelle inspection de la citerne. Le journal El País, habituellement considéré comme une source fiable, publie l'information selon laquelle des traces d'héroïne ont été trouvées dans le camion, mais pas dans la cabine. Le journal El País, habituellement considéré comme une source fiable, publie l'information selon laquelle des traces d'héroïne ont été trouvées dans le camion, mais pas dans la cabine, mais dans le camion-citerne lui-même. 2 des 3 compartiments étaient remplis d'acide sulfurique au moment de l'accident, et dans le compartiment vide, un colis de drogue a été trouvé enveloppé dans une couverture, recouvert d'une bâche blanche et protégé par une feuille de plastique. Les activités d'Andrés Martínez ont fait l'objet d'une enquête, mais aucun lien n'a pu être établi avec le trafic de stupéfiants ou des organisations criminelles. En 1992, dans l'émission Quién sabe dónde, le présentateur Paco Lobaton a rapporté que plusieurs chiffons avaient effectivement été trouvés dans le camion, dont le test de dépistage de l'héroïne s'est révélé positif dans un premier temps. Cependant, après une analyse plus poussée à l'Institut national de toxicologie de Madrid, considéré comme plus fiable, cette information n'a pas été confirmée. Depuis la tragédie, d'innombrables versions circulent sur l'endroit où le petit Juan Pedro aurait pu disparaître, ainsi que sur les raisons possibles de sa disparition. Examinons plusieurs versions de ce qui s'est passé et essayons de déterminer celles qui sont improbables et celles qui ont le droit d'exister. La première hypothèse qui vient à l'esprit est que le garçon a été dissous dans de l'acide sulfurique transporté par son père dans un camion-citerne. Cette théorie a été étudiée par la police, qui a supposé que le corps de Juan Pedro s'était peut-être décomposé dans l'acide, car aucun corps n'a été retrouvé sur le lieu de l'accident.
Cependant, des expériences menées ultérieurement ont permis de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Un gros morceau de viande avec des os a été placé dans de l'acide sulfurique. Le tissu musculaire a disparu en quelques minutes. En revanche, les os sont restés et n'ont commencé à se détériorer que 5 jours plus tard. Lorsque les corps ont été récupérés, moins d'une journée s'était écoulée. En outre, la scène a été rapidement recouverte de chaux pour neutraliser l'acide. Un expert a déclaré au journal El Caso que le corps de l'enfant avait pu être partiellement détruit et recouvert d'une couche de terre après le renversement du camion. Selon lui, les chiens n'ont pas pu détecter les restes en raison de la forte contamination de la zone. Cependant, en présence de la garde civile, une pelleteuse a enlevé toute la couche de terre à la recherche de restes organiques, mais n'a rien trouvé. Des échantillons de sol ont été prélevés sur le site de l'accident pour une vérification plus approfondie. Ils ont été examinés à l'aide d'un analyseur spectrographique qui détecte la présence de minéraux caractéristiques des restes humains. Cependant, seules des particules du camion ont été retrouvées dans les échantillons, mais pas de traces de présence humaine. Malheureusement, cette analyse n'a pas permis de confirmer ou d'infirmer avec précision la dissolution du garçon, les échantillons ayant été prélevés 1 an après la tragédie. Lucas Hernandez, professeur de chimie analytique à l'Université autonome de Madrid, a déclaré que si l'étude avait été réalisée immédiatement après l'accident, les résultats auraient pu être différents et la version acide aurait pu être confirmée ou infirmée avec certitude. Cependant, la plupart des experts chimistes s'accordent à dire que même 10 heures pendant lesquelles les conséquences de l'accident ont été éliminées n'auraient pas suffi à dissoudre complètement le corps humain sans laisser de traces. En outre, les corps des parents de Juan Pedro ont été exposés à l'acide, ont subi des brûlures, mais ne se sont pas complètement dissous. Il y a également des spéculations sur le fait que Juan Pedro n'est pas mort dans l'accident lui-même. Le mystère de la camionnette blanche n'a jamais été résolu. Malgré tous les efforts déployés, le lien entre la voiture et le crime n'a pas pu être confirmé. Cette théorie ne reste qu'une hypothèse sans preuve évidente. Par ailleurs, dans les années 1990, le lieutenant-colonel de la garde civile Francisco Quintero, chef adjoint du service de lutte contre la drogue, a été condamné. Il a été condamné à 8 ans de prison, à une amende de 100 millions de pesetas et à une suspension de service de 6 ans. Il est le 11e membre de l'unité antidrogue à être arrêté pour de telles infractions. Certains journalistes d'investigation ont affirmé que Francisco Quintero était impliqué dans la réanalyse de la prétendue héroïne, retrouvée des années plus tard dans le camion-citerne. Les auteurs de l'émission voulaient lui poser des questions, mais il était déjà en détention. 12 ans plus tard, la Guardia Civile, en collaboration avec l'Université de Grenade, a lancé le projet Phoenix pour collecter des échantillons génétiques auprès des proches des personnes disparues. En 2008, la grand-mère de Juan Pedro a réussi son test ADN. En 2015, les proches du garçon ont été choqués lorsque la police a annoncé que les restes retrouvés dans une maison abandonnée à Guadalajara correspondaient au profil génétique de sa grand-mère. Cependant, de nouvelles analyses ont révélé qu'il s'agissait d'une fausse piste. Les proches ont tenté de faire exhumer les corps d'Andrés et de Carmen afin d'obtenir des échantillons d'ADN plus précis, mais le tribunal a rejeté leur demande à plusieurs reprises. On ne sait toujours pas où Juan Pedro Martínez Gómez a disparu le jour de la mort de ses parents. Cette tragédie s'est produite il y a 37 ans, et si le garçon était encore en vie, il aurait aujourd'hui 47 ans. La question principale reste sans réponse. Que lui est-il arrivé? L'oncle du garçon en est certain. Après 3 décennies, le seul espoir de résoudre cette affaire est la confession d'un homme qui ose dire la vérité avant de mourir. Le 26 juillet 2009, l'une des autoroutes les plus fréquentées de l'État de New York, la Taconic State Parkway,
a été le théâtre d'un accident qui a choqué l'Amérique et reste l'une des tragédies les plus mystérieuses de l'histoire de la circulation. Au centre de cette tragédie, Diane Schuller, 36 ans, épouse, mère et sœur apparemment parfaite, a causé de manière inattendue la mort de 8 personnes, dont elle-même, son fils, 3 nièces et 3 parfaits inconnus. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un accident de la route, c'est celle du choc et de l'incompréhension, des mystères humains qui restent parfois irrésolus, et de la façon dont l'image extérieure d'une personne bien intentionnée peut cacher quelque chose de totalement inattendu. Pourquoi une mère exemplaire, qui n'avait jamais eu de comportement inadéquat auparavant, s'est-elle soudain retrouvée au volant, roulant sur la voie inverse? Qu'est-ce qui a conduit à cela? Un choix conscient, un accident fatal ou une tragédie inaperçue qui s'est jouée dans son esprit? La conversation semblait banale, mais peu après, vers 13 heures, Emma, 8 ans, a téléphoné à son père Warren et a prononcé ces mots inquiétants. « Quelque chose ne va pas avec tante Diane ». On entendait des cris et des pleurs d'enfants en arrière-plan et, après un peu plus de 2 minutes, l'appel a été interrompu. Warren a essayé de rappeler et a entendu les paroles confuses de sa sœur. Au lieu de s'adresser à lui, elle s'adressait à son mari Daniel pour une raison quelconque. Warren a demandé à Diane de s'arrêter immédiatement et de l'attendre, mais elle n'a pas obéi. Au lieu de cela, elle a continué son chemin, roulant vers le nord au lieu du sud, même si cette route lui était familière. Ce qui se passait dans la voiture de Diane à ce moment-là reste un mystère. Son téléphone portable, jeté ou laissé accidentellement sur place après une crise de vomissement, a été retrouvé plus tard sur le bord de la route, près du poste de péage. La chronologie des événements a rapidement révélé qu'à 13h33, la ligne 911 a commencé à recevoir des signalements d'un monospace rouge roulant à vive allure sur l'autoroute Taconic, à contre-courant de la circulation. Les automobilistes ont décrit la même image. Un véhicule roulant à contresens à plus de 120 km/h, ignorant les panneaux de signalisation et ne répondant pas aux signaux des autres conducteurs. À l'un des carrefours, Diane a ignoré les panneaux d'avertissement, s'est retrouvée sur la voie en sens inverse et a continué à rouler comme si de rien n'était. Les témoins ont décrit son état comme celui d'une indifférence totale. Ses mains étaient soigneusement placées sur le volant, au numéro 10 et 2. Son visage restait calme et son regard était détaché. Elle semble ignorer les voitures dont les signaux déchirent l'air, ainsi que le crissement des freins des voitures qui s'éloignent de la collision. Quelques minutes plus tard, ce trajet dans la circulation qui a duré plus de 3 kilomètres s'est terminé en tragédie. Le monospace de Diane est entré en collision frontale avec un Chevrolet Trailblazer. Le choc a été si violent que la seconde voiture a été projetée contre un autre véhicule, un Chevrolet Tracker. Ce qui devait être un retour normal à la maison s'est transformé en catastrophe, laissant derrière lui une destruction et un chagrin qui restent inexpliqués. Tout s'est passé en quelques secondes. 7 des 11 personnes impliquées dans cet accident de voiture sont décédées sur le coup. Une autre est décédée plus tard à l'hôpital. 8 personnes sont donc mortes dans l'accident provoqué par Diane Schuller, dont elle. Elle, sa fille de 2 ans et 2 neveux et nièces sont morts sur le coup. Les 5 enfants se trouvaient sur la banquette arrière, mais ils n'étaient pas assis dans des sièges auto et n'étaient pas attachés. 3 passagers de la Trailblazer, Michael Bastardi, 81 ans, son fils Guy, 49 ans, et leur ami Dan Longo, 74 ans, sont également décédés sur place. Les 2 passagers du Chevrolet Tracker ont heureusement été soignés pour des blessures légères. Brian, le fils de Diane âgé de 5 ans, et l'une de ses nièces ont survécu à l'accident et ont été transportés par hélicoptère vers un hôpital local. On a diagnostiqué chez Brian un grave traumatisme crânien et plusieurs fractures aux bras et aux jambes, mais après plusieurs semaines d'hospitalisation, il s'est finalement rétabli.
Il a déclaré plus tard n'avoir aucun souvenir de l'accident, mais selon un parent, le garçon a dit à plusieurs reprises « Maman avait mal à la tête. Elle ne voyait rien. Elle ne voyait rien. » Malheureusement, la troisième fille de Warren n'a pas survécu non plus. Le lendemain de l'accident, elle est décédée à l'hôpital sans avoir repris connaissance. Warren Hans, le frère de Diane Schuler, a perdu tous ses enfants à cause des actes de sa sœur. Les premières personnes à se rendre sur les lieux de l'accident ont été deux hommes qui passaient par là au hasard. Ils ont abandonné leur voiture et ont tenté d'aider les victimes en sortant Madame Schuler et les enfants du monospace, Brian, 5 ans, étant le dernier à être sorti car il se trouvait tout en bas, sous les corps des 4 autres enfants. Apparemment, c'est la seule chose qui a sauvé la vie du petit garçon. Plus tard, les deux témoins diront à la police qu'en sortant les victimes de la voiture, ils ont remarqué des tessons d'une bouteille de vodka Absolut cassée sur le sol, côté conducteur. Leur rapport sera pris en compte lors de l'autopsie du corps de Diane Schuler. Le 4 août 2009, un rapport toxicologique a été publié faisant la lumière sur les circonstances de la tragédie, mais soulevant encore plus de questions. L'examen médico-légal a révélé que Diane Schuler était dans un état d'intoxication grave par l'alcool et les drogues. Son sang contenait environ 0,19% d'alcool, soit l'équivalent d'au moins 10 verres d'alcool fort. Ce taux est plus de 2 fois supérieur à la limite légale fixée par la loi de l'État de New York, 0,08%. En outre, il restait de l'alcool dans l'estomac qui n'avait pas encore eu le temps d'être absorbé. Outre l'alcool, des traces de THC, tétrahydrocannabinol, l'ingrédient actif de la marijuana, ont été trouvées dans l'organisme de Diane. L'analyse a montré qu'elle avait consommé de la marijuana quelques minutes avant l'accident. Ces résultats expliquent son comportement étrange au volant, notamment sa désorientation, sa conduite agressive et ses troubles de l'élocution. Cependant, elles ont également soulevé une série de nouvelles questions. Diane avait-elle déjà pris le volant en état d'ébriété? Si ce n'est pas le cas, où et quand a-t-elle eu le temps de boire et de fumer autant? D'où provenait la vodka et la marijuana dans la voiture? Comment a-t-elle pu consommer tout cela en conduisant 5 enfants en bas âge? Pourquoi aucun des témoins, y compris les employés de la station-service et du fast-food, n'a remarqué son état ou ne l'a signalé à la police? Enfin, Diane était-elle alcoolique et toxicomane? Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui aurait pu la pousser à agir de la sorte? La dernière question se pose avec une acuité particulière. Son entourage décrivait Diane comme une femme fiable, stable, menant une vie normale et peu encline aux abus. Elle n'avait jamais été considérée comme dépendante de l'alcool ou de la drogue. De plus, sa famille a catégoriquement nié qu'un tel comportement la caractérisait. Un nouveau mystère est apparu. Qu'a-t-il pu se passer dans la vie de Diane Schuler pour qu'elle se mette à boire de la vodka directement à la bouteille et à fumer de la marijuana alors qu'elle était en voiture avec ses 5 enfants? La réponse à cette question reste la clé pour comprendre l'ensemble de la tragédie. Comme l'affirment encore aujourd'hui les voisins, les parents et les connaissances, la famille Schuler était absolument prospère et ressemblait extérieurement à une illustration d'un magazine familial. Pas immense, mais belle et confortable maison à West Babylon, achetée par le couple peu de temps après leur mariage. Un jardin spacieux où des réunions amicales étaient souvent organisées. Diane, perfectionniste par nature, n'est pas belle, mais c'est une femme de caractère qui aime recevoir. Des journées barbecue où elle s'occupe de son mari, de ses enfants et de ses amis avec le sourire, voulant donner à chacun le plus de confort et d'attention possible. Cause possible, douleur et automédication. Une théorie suggère que Diana souffrait d'un mal de dents sévère dû à un abcès.
Cela l'a peut-être amené à chercher des analgésiques ou à s'automédiquer en consommant de l'alcool et de la marijuana. La douleur, amplifiée par les effets de ces substances, aurait pu la conduire à un état de délire, ce qui expliquerait son comportement irrationnel. La consommation combinée d'alcool et de marijuana peut amplifier considérablement leurs effets sur l'organisme. Il est tout à fait possible que Diana n'ait pas réalisé à quel point les conséquences de ses actes ce jour-là auraient pu être dangereuses. Cette histoire reste l'une des tragédies les plus discutées, suscitant de nombreux débats sur la responsabilité personnelle, la santé psychologique et les dépendances cachées. Après la publication du rapport toxicologique, beaucoup ont essayé de trouver des raisons et des explications à l'acte de Diane Schuler, mais au lieu de réponses, des questions encore plus profondes sont apparues. La famille des victimes et les allégations contre Daniel Schuler. Les proches des victimes de l'accident, en particulier les familles Bastardi, ont affirmé que Daniel Schuler, le mari de Diane, était indirectement responsable de ce qui s'était passé. Ils l'accusent d'avoir été au courant de la dépendance de sa femme à l'alcool et aux drogues, mais d'avoir fermé les yeux. Ils ont mis en évidence des signes évidents, tels que la prise de poids spectaculaire de Diane au cours des dernières années, qui aurait pu être révélateur de problèmes d'alcool. Ils ont également mis en doute l'affirmation de Daniel selon laquelle la vodka qui se trouvait dans la voiture était réservée à un usage récréatif. Daniel Schuler, pour sa part, a nié toutes les allégations. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas connaissance d'une quelconque dépendance de sa femme et a affirmé qu'elle avait toujours été une personne fiable. Il s'est souvenu de la matinée précédant le voyage comme étant tout à fait normale, affirmant que Diane ne présentait aucun signe de malaise ou de comportement inhabituel. Question pour Warren Hans. Le comportement de Warren Hans, le frère de Diane, qui, après avoir reçu un appel téléphonique inquiétant de sa fille, n'a pas informé la police, a fait couler beaucoup d'encre. La famille Bastardi pense que si Warren avait contacté immédiatement le 911, la tragédie aurait pu être évitée. Cependant, Warren a expliqué son geste par le fait qu'il pensait que Diane avait un problème de santé, comme un accident vasculaire cérébral ou une hypoglycémie, mais n'a pas suggéré qu'elle pouvait être en état d'ébriété. Croyance sur l'alcoolisme caché. L'une des principales théories débattues dans la société est celle de l'alcoolisme caché. Ce phénomène, dans lequel une personne boit de l'alcool seule et cache soigneusement sa dépendance, permet à de nombreuses personnes de maintenir l'illusion d'une vie normale pendant des années. De tels cas sont en effet connus et confirment que les proches, y compris les membres de la famille, peuvent ne pas être conscients du problème. Les partisans de cette version ont mis en avant les résultats des analyses toxicologiques et la possibilité que Diane ait pu présenter des signes précoces d'alcoolisme qui ne se sont manifestés de manière critique que le jour de la tragédie. Autre théorie. Certains ont suggéré que le comportement de Diane ce jour-là pouvait être dû à un épuisement émotionnel ou à un stress important. Elle a été décrite comme une femme qui recherchait la perfection dans tous les domaines, travail, famille et communauté. Cette tension psychologique a pu atteindre son paroxysme et Diane a tenté d'endormir sa douleur intérieure avec de l'alcool et de la marijuana. On a également évoqué la possibilité qu'elle ait souffert d'un malaise physique, comme une rage de dents, et qu'elle ait consommé de l'alcool et des drogues pour calmer sa douleur. Effets à long terme sur la famille Schuler. Daniel Schuler a continué à affirmer qu'il ne savait rien des addictions de sa femme et qu'il ne l'avait jamais vue en état d'ébriété. Cependant, l'accident a complètement changé sa vie. Il a perdu non seulement sa femme et sa fille, mais aussi la stabilité, le respect social et l'équilibre psychologique. Il continue d'être tourmenté par des questions. Que s'est-il passé exactement ce jour-là?
Et aurait-il pu faire quelque chose pour l'éviter? On ne sait toujours pas ce qui a poussé Diana à prendre une telle combinaison de substances et ce qui lui est passé par la tête au moment de la tragédie. Cette histoire nous rappelle tragiquement à quel point les conséquences de la consommation d'alcool et de drogue peuvent être imprévisibles et effrayantes. Les réponses à de nombreuses questions restent insaisissables. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une erreur ponctuelle due au stress ou de la conséquence de dépendance cachée. Mais une chose est indiscutable, 8 vies, dont celle de Diane, ont été tragiquement interrompues, laissant derrière elles de la douleur, des questions et un appel à une meilleure compréhension de la psychologie humaine et de la nature de la dépendance. Donna Winger. Les conséquences de la violence sont dévastatrices et profondes. Violence domestique, qui parle plusieurs langues, a beaucoup de nuances et existe dans différentes communautés. Sandra Pupatello. Le 29 août 1995, le mardi, Mark Winger a téléphoné au 911 à 16h27 pour l'informer qu'un homme tue sa femme. Mark a dit le gestionnaire de jaillir de cet homme. Mark a vécu à Springfield, Illinois, États-Unis, avec ses 31 ans. Femme, Donna Winger. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, ils ont constaté Donna dans un état critique. C'est 7 fois frappée avec un marteau sur la tête. À côté de Donna, les laïcs de l'homme, dont la police a identifié comme 27 ans, Roger Harrington, également dans un état critique. Il a reçu 2 balles dans la tête. Les 2 d'urgence ont été transportés à l'hôpital. Roger est décédé peu de temps après son arrivée, et Donna est morte au bout de quelques minutes et n'est pas parvenue à la conscience. La police encercla la maison. Signe d'effraction n'a été. Mark, visiblement secoué, a dit à la police, qui a tiré sur l'homme, parce qu'il a vu, comme celui de l'attaque de sa femme. Mark a affirmé que c'était dans le sous-sol sur un tapis roulant, a entendu un bruit à l'étage et est allé vérifier. Il a vu que leur enfant en foyer nourricier Bailey est allongé sur un lit dans la chambre principale. Donna n'était nulle part, et après avoir entendu les nouveaux sons en bas, Mark a pris le pistolet avec des tables de chevet dans la chambre et se dirigea vers la salle à manger. Selon la Mark, il a vu, comme un homme brandissant un marteau dans le couloir, en frappant Donna. Mark tournait à l'homme, lorsque celui-ci tenta de se relever, tirer de nouveau. La police a trouvé le marteau ensanglanté, qui a été battu, et Donna. Marteau appartenait Don et Mark. À la maison, il a été trouvé le pistolet semi-automatique de calibre .45 qui appartenait à la Mark, et il a confirmé à la police que c'est à partir de cette arme il avait tiré. Mark a demandé à la police s'ils connaissent quelqu'un qui a été l'agresseur. Lui n'a pas été appelé du nom, mais Mark a demandé si c'était un homme du nom de Roger. Lorsque la police a confirmé que c'était Roger, Mark a dit « C'est la même personne qui, toute la semaine, poursuivit ma femme. » Selon la Mark, Donna, 6 jours auparavant, avait quitté ses parents de la Floride et sa mère a commandé pour elle la machine de Limousino et la société, a s'est accueillie à Saint-Louis, Missouri, et a été ramenée à Springfield. Ce chauffeur a été Roger. Mark dit à la police que Donna lui a communiqué. Roger a beaucoup parlé pendant 2 heures de voyage et même flirté avec elle, en disant qu'il aime les femmes plus âgées, et l'a invitée sur le sexe des fêtes. La conversation est devenue encore plus inquiétante quand Roger a raconté ce qu'il entend dans sa tête, la voix sur le nom de la dame, qui lui ordonnait de lui causer du mal aux autres. Mark dit à la police « Il lui a fait peur. Elle a dit qu'il était très effrayant. Il a parlé de la façon de tuer des gens, éclate la machine, blesser les gens. » Donna était heureuse quand est revenue à la maison, mais dit à la famille qu'était la peur. La conversation avec le chauffeur était inquiétante et sa manière de conduite inadéquate. Mark a dit à la police que bien que Donna revienne à la maison, ce n'est pas fini. Elle a reçu des appels étranges et, à en juger par le temps, elle a estimé que leur faisait Roger. La police a trouvé dans la maison de la note
qui décrit le voyage de Donna. Mark a également dit que rapporter l'incident dans Limousinu, l'entreprise, où il a travaillé de Roger et il a été suspendu, que, peut-être, a aggravé la situation. Donna et Mark Winger. La police a trouvé la voiture de Roger, pris par Covanouille près de la maison Wingerhoff. Elle a été déployée dans la mauvaise direction et à l'intérieur trouvé quelques armes, y compris le couteau et le montage. La police a décidé que la marque ne doit pas être tenue responsable, car a agi en état de légitime défense et l'affaire a été fermée, car ils estimaient qu'il a déjà assez souffert. Mark avait l'air complètement épuisé. Il s'installe à Springfield avec Donna immédiatement après le mariage, pour le travail, et ils ont été heureux là-bas. Donna a travaillé au Centre médical d'exploitation technicien, et il était ingénieur dans le département de la sûreté nucléaire de l'Illinois. Vie de couple n'a pas toujours été facile. Quand Donna a appris qu'il ne peut pas tomber enceinte, elle était désespérée. Tout a changé quand le médecin, qui a travaillé avec Donna, a déclaré qu'une fille veut donner son enfant en adoption et a demandé « n'est pas intéressé s'il le donna ». Elle a accepté. Mark aussi, je voulais un enfant. Et le 1er juin 1995, après la mort de Donna, la marque a dû prendre soin de Bailey, qui n'avait que quelques mois, donc il est resté dans la même maison, mais a embauché une nounou, Rebecca Simic, qui l'a aidé. Quelques mois après le déménagement, Rebecca a découvert que j'étais enceinte de Mark. L'enfant a été nommé Anna. Plus tard, Mark a épousé Rebecca. Et un peu plus d'1 an après la mort de Donna, il a vendu la maison et a rompu les liens avec sa famille. Il a déménagé dans une autre ville avec Rebecca et les enfants. Ils ont eu 2 enfants, Maggie et Ben, Rebecca Simic et Mark Winger. En 1999, l'amie intime de Donna, Diane Schultz, a indiqué à la police qu'elle a eu une liaison avec Mark, jusqu'à ce que Donna était vivante, et une phrase jusqu'à sa peur. Selon Diane, Mark a dit « Il nous serait plus facile d'être ensemble s'il se donna tout simplement morte. Tu devais aller et de trouver le corps. » Elle a également dit quelque chose qui a tellement dérangé la police. Quand Mark a appris à propos de désagréables incidents avec le voyage de Donna, dit-il, « Diane que doit attirer conducteur dans votre maison. » Cela a obligé la police à nouveau de regarder le cas de Donna. Cependant, à leur grande déception, une partie de la preuve a disparu. Mark a déposé une poursuite civile contre la société de transport de Bart, voulant attirer son responsable de la mort de Donna en raison de l'action de Roger, qui était employé au moment de sa mort. L'avocat de Mark demandait la transmission des éléments de preuve et des fichiers pour une utilisation dans un procès civil. Malgré cela, la police est restée accès à une partie des fichiers et ils ont étudié les photos prises ce jour-là. Sur les photos ont été imprimés Donna et Roger sur le sol jusqu'à ce que le transportaient à l'hôpital. Cependant, la position du corps ne correspondait pas à ce que Mark a raconté à la police il y a plusieurs années. Alors Mark a affirmé que Roger était à genoux à côté de la tête de Donna et battre avec un marteau quand il l'a vu et a tiré. Selon Mark, Roger est tombé sur le dos et quand il a essayé de monter, il a tiré une fois de plus. Ses pieds avaient besoin d'être à côté de la tête de Donna et lui, même se trouvait en face d'elle. Cependant, sur des photos prises par la police, les deux, et Roger et Donna, gisant sur le sol, transformés en un sens. Pour la première fois, la police soupçonne que Mark pourrait être impliqué dans le meurtre de sa femme. Mais cela n'expliquait pourquoi Roger était dans leur maison ce jour-là. Presque en même temps, l'action civile, à l'issue de laquelle Mark a donné une explication possible. Société de transport de Bart a engagé un expert sur l'analyse des éclaboussures de sang, qui est venu à la conclusion que la pulvérisation indique que Mark a tué et Donna et de Roger. Roger Harrington. Avec la poursuite de l'enquête, la police a découvert de plus en plus de preuves contre Mark. La voisine de Roger, Suzanne Collins, a raconté à la police qu'elle avait entendu dire que Roger prit rendez-vous avec quelqu'un le jour de sa mort.
Dans sa voiture a trouvé une note sur le secteur bancaire de dépôt Slip, sur laquelle était écrit le nom de la marque, son adresse et l'heure. Suzanne a rapporté que Roger lui a dit qu'il a accepté de rencontrer Mark pour régler la situation, de sorte que la marque s'est plaint à son chef, à sa conduite et à la conversation avec Donna. Roger est parti de la maison à 15h30. La police a suggéré que Mark lui a demandé de rencontrer chez lui à 16h30 et l'heure de la note dans la voiture de Roger a été également 16h30. Le 23 août 2001, Mark a été arrêté et accusé d'un double meurtre. L'accusation a affirmé que Mark a tué Donna et de Roger. Selon leur version, Mark voulait se débarrasser de Donna, mais ne voulait pas perdre la garde de leur famille d'accueil enfant Bailey, par conséquent, ne voulait pas divorcer. Il a vu la possibilité de mettre en œuvre son plan quand il a appris sur les problèmes de Donna avec Roger. Mark a décidé que c'est une chance parfaite pour tuer Donna et les remplacer par une personne innocente. L'accusation a considéré que Mark, contacté par Roger, ils n'ont jamais rencontré auparavant, et lui a demandé de venir chez lui. Quand Roger est arrivé, Mark a admis et a tiré. La maison n'avait pas de signe d'effraction. Selon l'accusation, Donna, à cette époque, se trouvait dans la chambre à coucher principale avec Bailey, a entendu le coup de feu, descendit l'escalier et Mark a marqué son marteau jusqu'à la mort, après quoi a appelé le 911. Pour prouver que la marque séduit de Roger, l'accusation a présenté au jury une note retrouvée dans la voiture de Roger, avec le nom et l'adresse de la marque. Un jury a également appris que de Roger dans la voiture était une arme, mais il ne l'a pris avec lui dans la maison. Mais au lieu de cela, a utilisé un marteau de Donna. L'accusation a été réglée, la question « Pourquoi lui ?» il a fallu s'il est venu pour attaquer Donna. La Cour a également entendu le témoignage de la marque sur ce où la Roger quand il a tiré sur lui, et j'ai vu des photos prises ce jour-là qui étaient contraires à ses paroles. Diane a donné des indications et la Cour a entendu de déclarations qui, selon elle, a fait de Mark qu'il voulait la mort de Donna. La Cour a également appris que 4 jours avant les meurtres, le 25 août 1995, Mark a demandé à sa collègue, Candice Boldin, que sera leur réception de la fille si Donna mourra. Le même jour, il a téléphoné au président de la société de transport où il a travaillé, Roger Ray Duffy, et s'est plaint d'un voyage de Donna. Après quelques jours, il est de nouveau appelé pour obtenir une liste complète et le nom du conducteur et la possibilité de discuter de la question avec lui personnellement. La Cour a entendu des informations sur les traumatismes de fond et Roger. Lorsque la police est arrivée sur place, Donna a plat ventre sur le sol et Roger sur le dos. Il a été constaté que Donna est morte d'une blessure à la tête, causée par de multiples coups de marteau sur la tête. Roger est mort d'une blessure à la tête, causée par des blessures par balle, dans la partie supérieure de la tête et au-dessus de la gauche, le sourcil. Sur sa poitrine ont été découverts des préjudices des coups de marteau. La protection a affirmé que d'étranges décisions prises par Roger le jour de la sélection des armes à garer les voitures a témoigné au sujet de son instabilité psychique, qui, à leur avis, il a vu de ses voyages à fond. En ce qui concerne la position des corps et des photos, de la protection, a déclaré que, bien que Donna et Roger étaient dans un état critique, lorsque les bénéfices, les ambulanciers, ils n'étaient pas encore morts, et les médecins puissent les déplacer, essayer de le sauver. Les ambulanciers ont nié que déplacer le corps avant que les photos ont été prises. Mark ne donna pas de témoignage à la Cour. Au sujet de Diane Protection, a affirmé qu'elle était tout simplement rejetée par la femme. Elle a eu une aventure avec Mark, et il l'a reconnue. Mais immédiatement après la mort de Donna, il a commencé une relation avec une nounou, épousa peu de temps après. La protection a insisté pour que Diane était furieux à cause de ce qu'il a choisi de ne pas de son. Les jurés ont reconnu la marque coupable d'un double meurtre au premier degré, et il a été condamné à perpétuité
sans possibilité de libération conditionnelle. Donna Winger. En 2005, déjà en prison pour le meurtre, Lamarque a été impliqué dans le complot de la mesure de meurtre, qui a été évité. Lui incrimine Rovaly tentative d'embaucher un tueur à gages pour assassiner Diane raison de son témoignage contre lui, ainsi que Jeffrey Gelmana, son ami d'enfance, qui a refusé de payer une caution d'1 million de dollars. Ont été trouvées 19 pages manuscrites, notes d'information, dont le détail indiquait que Mark voulait faire avec Diane. Il avait prévu pour son kidnapper et forcé à écrire une déclaration indiquant qu'elle a menti sur elle, et maintenant le considère comme innocent. Dans les notes également, indiquait que son besoin de tuer après la rédaction de la déclaration. Mark a dit au jury que ce n'était qu'un fantasme, qu'il n'a jamais prévu de réaliser. Il a été reconnu coupable de solicitation of murder, incitation au meurtre, et condamné à une supplémentaire de 35 ans de prison. La mère de Donna, Sarah Jane, et son beau-père, Ira Drescher, a déclaré à CBS, qui ont été choqués par des preuves contre Mark. Le plus difficile est de comprendre comment il pouvait aussi brutalement et sauvagement tuer Donna. Mark continue d'insister sur son innocence. Diane a reçu l'immunité pour leur témoignage et n'a pas été tenue responsable.